Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une maladie connue que tout le monde a déjà parlé, c'est la maladie du Covid-19 qui est due à un virus qui est le SARS-CoV-2. En particulier, l'immunité anti-SARS-CoV-2. Le plan, tout d'abord, on a les généralités sur le virus SARS-CoV-2, classification, structure, cycle de réplication et transmission. Puis on va voir la maladie Covid-19, la définition, l'évolution et l'épidémiologie de cette maladie. Ce qui nous intéresse par la suite, c'est la réponse immunitaire anti-SARS-CoV-2, les facteurs de risque, les récepteurs du SARS-CoV-2 et les cellules cibles, les mécanismes de défense innés et adaptatifs. Ensuite, on va voir ensemble une comparaison entre la réponse immune au cours du Covid modéré et celle au cours du Covid sévère. Par la suite, l'évasion virale et l'échappement du SARS-CoV-2 au système immunitaire. Et je finis par des idées générales sur les vaccins anti-SARS-CoV-2. C'est parti alors. Donc, le SARS-CoV-2 est un virus qui appartient à la famille des coronavirini, de genre bêta-coronavirus, lignée B, ce genre salbecovirus. La particularité de SARS-CoV-2 par rapport aux autres virus, c'est qu'il provoque une pneumonie, c'est-à-dire une atteinte pulmonaire potentiellement létale, mais qui est doué d'une transmission interhumaine. C'est pour cette raison qu'il présente une phylogénétique proche du virus SARS-CoV-1 et le virus MERS-CoV-2. Comme structure, il s'agit d'un virus enveloppé à ARN monocaténaire, simple brin de polarité positive directement messager avec une capside liquidale. Un aspect en couronne qui est dû à la présence de spicules sur l'enveloppe, c'est-à-dire des protéines de surface, permettant l'attachement du virus à la cellule cible et la fusion membranaire. On a 5 protéines de structure, on a la fameuse protéine Spike S, la protéine E d'enveloppe, la protéine M de membrane, la protéine HE pour hémagglutinine estérase et la protéine N de capside. Le cycle de réplication commence dès l'interaction du virus avec la cellule cible en présence du récepteur spécifique de ce virus. Après entrée, on a la décapsidation et la libération de l'ARN viral dans la cellule cible. Sachant que le génome viral comporte un gène réplicase qui code pour 2 larges polyprotéines clivées en 16 protéines non structurales incluant 2 protéases et une ARN polymérase ARN dépendante responsable de la réplication de l'ARN. Après ça, on a bien sûr par la suite la formation et la synthèse des protéines structuraux. Une fois on a les protéines structuraux, on a l'assemblage du virion et sa libération par bourgeonnement. La transmission se fait essentiellement par voie respiratoire, la voie aérienne, et aussi la transmission cutanée et bien évidemment la transmission interhumaine. Et aussi on a les mesures barrières et de prévention. Donc, tout le monde le connaît déjà. Alors, la maladie Covid-19 pour Coronavirus Disease 2020, la Covid-19 est une maladie infectieuse émergente appelée la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19, provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Elle apparaît le 16 novembre 2019 à Wuhan. C'est pour cette raison qu'on parle de Covid-19, c'est-à-dire qui apparaît en 2019, plus précisément en 16 novembre, dans la province du Hubei, avant de se propager dans le monde pour être une pandémie mondiale. Donc, pour l'épidémiologie, en 31 décembre 2019, la Chine alerte l'OMS de cas de pneumonie d'origine inconnue à Wuhan. 11 millions d'habitants dans la province du Hubei, et ainsi de suite jusqu'à le 30 janvier 2020 que l'OMS déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Donc, il s'agit d'une maladie en 3 phases. Chez la majorité des personnes, le Covid-19 se présente comme une infection virale classique caractérisée par fièvre, toux sèche, diarrhée, maux de tête, quelques symptômes suivis d'une guérison. On parle de Covid modéré déjà.
Pour les autres, la maladie peut se propager après l'attaque virale. Survient une phase pulmonaire caractérisée par souffle court, hypoxie, trop peu d'oxygène dans le sang, puis une phase d'hyperinflammation, aussi appelée orage cytokinique. Vous savez déjà que les cytokines sont les principaux médiateurs de l'inflammation. Donc, si on a une hypersécrétion des cytokines, donc logiquement, on a une hyperinflammation. On parle d'orage cytokinique ou bien tempête cytokinique. Et cette phase est caractérisée par le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est un syndrome de réponse inflammatoire systémique, caractérisé par une fièvre, tachycardie, ventilation pulmonaire accélérée et augmentation importante des globules blancs dans le sang, avec une insuffisance cardiaque, signe d'une COVID sévère. La réponse immunitaire anti-SARS-CoV-2, bien sûr, on a les mécanismes de défense du système immunitaire, les trois lignes de défense. La première ligne de défense, c'est les barrières physiques, chimiques et bactériologiques. Deuxième ligne aussi, c'est l'immunité innée par les cellules de l'immunité innée et les molécules de l'immunité innée, incluant le complément. Et bien évidemment, on a l'immunité adaptative, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les facteurs de risque déterminant l'efficacité de la réponse immune anti-SARS-CoV-2, on a les facteurs génétiques et les facteurs non génétiques qui incluent l'âge, le sexe mâle, le tabac et l'obésité, mais aussi on a les comorbidités comme les maladies pulmonaires, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les récepteurs du SARS-CoV-2, première catégorie de récepteurs, c'est l'ACE2, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui a une affinité pour la protéine spike de virus. Donc, il faut noter bien que spike ici, c'est la protéine donc, du SARS-CoV-2, possède deux sous-unités. Une sous-unité 1 et une sous-unité 2. La sous-unité 1, c'est le RBD qui s'associe avec un récepteur ou bien un domaine appelé RBM de la CE2, permettant la fixation donc de virions. La sous-unité 2, c'est pour c'est un peptide de fusion, pas plus. Et bien évidemment, après la fixation, l'activation et la pénétration se fait grâce à l'aide de TMP-RSS2. D'accord? Voilà, d'où l'entrée du virus dans la cellule cible. Et donc, la cellule cible, c'est toute cellule exprimant la CE2. Deuxième catégorie, ce sont les TLR qui sont exprimés par plusieurs types de cellules. Les cellules de la cavité nasale, du système vasculaire, les cellules pulmonaires et aussi les cellules de l'immunité innée. Ici, les TLR qui sont impliqués dans l'immunité innée anti-SARS-CoV-2, ce sont les TLR3, 7, 8 qui reconnaissent l'ARN viral. Une fois s'activent donc ces récepteurs, on a l'activation des facteurs de transcription nucléaire, en particulier la voie NF-κB qui est un voie pro-inflammatoire responsable de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui orientent l'immunité innée et adaptative. Juste quelques idées sur les TLR, ce sont les Toll-like récepteurs, qui sont des récepteurs exprimés à la surface des cellules immunitaires, plus précisément les cellules de l'immunité innée, mais par les autres cellules aussi de l'organisme. Ici, ces récepteurs peuvent être exprimés soit en surface, on parle de TLR membranaires, comme TLR 1, 2, 4, 5 et 6, soit en intracellulaire et on parle de TLR cytoplasmique, TLR 3, 7, 8 et 9, qui reconnaissent le génome donc des agents infectieux, en particulier les ARN viraux, d'accord? Comme en cas de COVID-19, donc il s'agit d'un virus, donc SARS-CoV-2, un virus à ARN monoprin, simple prin, donc ici les TLR 7 et 8 sont les plus impliqués. Les cellules cibles, toutes cellules exprimant la CE2. La CE2 est d'une distribution ubiquitaire, donc pas mal de cellules peuvent être touchées, pneumocytes, hépatocytes, entérocytes et astrocytes, mais aussi les cellules exprimant les TLR, aussi bien qui sont de distribution ubiquitaire. Plusieurs cellules de l'organisme peuvent être touchées, en particulier les cellules immunitaires innées et les cellules immunitaires spécifiques aussi. Les LB et les LT expriment les TLR,
mais ne sont pas impliqués dans l'activation de l'immunité adaptative, mais juste pour la protection des cytokines. Et voilà. Donc, le COVID-19 est une maladie qui n'est pas exclusivement pulmonaire, puisque le virus touche plusieurs cellules de l'organisme. Presque toutes les cellules de l'organisme peuvent être touchées par ce variant, alors il s'agit d'une maladie systémique. Donc, la réponse immunitaire anti-SARS-CoV-2, l'immunité innée et l'immunité adaptative, voilà. Donc, dans le cas naturel, on a un équilibre toujours entre un antigène et le système immunitaire. Ici, grâce aux facteurs de virulence comme les structures, l'adhésion, la pénétration, l'invasion, l'évasion, le mode de transmission et le cycle de réplication, on a plus ou moins une rupture de cette balance d'équilibre entre le virus et son hôte. Et bien sûr, l'hôte va se défendre grâce à des mécanismes effecteurs, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Au début, on a des formes asymptomatiques, une pneumonie interstitielle. Ensuite, avec l'évolution de la maladie, on a un syndrome de détresse respiratoire aiguë. À la fin, une maladie très évoluée, on a un syndrome de défaillance multiviscérale, d'où le décès. On va voir maintenant, on commence par l'immunité innée. Donc, bien sûr, on a la première ligne de défense, les barrières physiques et chimiques. Et aussi bien la deuxième ligne de défense, ce sont les globules blancs pour limiter la prolifération du virus et la production des cytokines impliquées dans l'inflammation. Cette inflammation est nécessaire pour le recrutement d'autres cellules immunitaires au site inflammatoire. Et voilà, donc par la suite, on a ici, c'est pour l'immunité adaptative ici après l'activation de l'immunité innée, bien sûr. Et donc, la réponse immunitaire innée est rapide, non spécifique, immédiate, inadaptée, environ 72 heures. Voilà, donc, en cas de COVID-19, SARS-CoV-2, donc on a la rupture des barrières cutanéo-muqueuses. Donc, la réponse est immédiate mais inadaptée. Interaction bien sûr entre donc l'immunité innée s'active suite à l'interaction entre pompe et PRR, en particulier on a ARN viral TLR7 et 8. Une réponse inflammatoire caractérisée par la sécrétion de l'interféron de type 1, alpha et bêta, douée d'activité antivirale mais aussi de défensive, l'activation des NK, la production des cytokines pro-inflammatoires, etc. Voilà déjà en cas normal et en cas de COVID-19, comment on a une tempête cytokinique. Voilà, la stratégie d'activation de l'immunité innée anti-SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 constitue un signal de danger, bien sûr, pour l'organisme. Soit il est reconnu par la CE2 et donc cette cellule sera infectée par le virus. Et cette cellule, au sein de la cellule, on a bien sûr euh, l'activation de plusieurs voies de signalisation intracellulaire pour la protection des molécules antiviraux et aussi le pyroptose, l'activation de l'inflammasome, la protection de l'interféron du type 1, principale euh, molécule douée d'activité antivirale vraiment, donc qui permet donc d'amplifier la production de peptides antimicrobiens comme les défensifs par les autres cellules immunitaires. Soit le virus est reconnu par le TLR, c'est-à-dire l'ARN viral est reconnu par les TLR. Bon, TLR cytoplasmiques sont les plus impliqués déjà, plus ou moins les TLR membranaires. Mais l'essentiel, c'est que suite à cette reconnaissance, on a l'activation des voies de signalisation intracellulaire, en particulier la voie NF-κB pour la protection des cytokines pro-inflammatoires qui sont l'interleukin 6, anti-TNF-alpha, les chimiokines et on a d'autres qui sont impliqués dans le chimiotactisme, le recrutement des neutrophiles, monocytes, macrophages et de cellules dendritiques que ces cellules-là peuvent aussi à elles-mêmes produire des cytokines et on a donc la production des cytokines de plus en plus et une tempête cytokinique.
Bien évidemment, l'interféron de type 1 aussi permet d'amplifier l'activité des INCA, la cytotoxicité de ces cellules et la production des cytokines par ces cellules. Le SARS-CoV-2 aussi permet d'activer la voie alterne et la voie d'électine du complément, la formation de complexes d'attaque membranaire, d'où la lyse virale. Voilà. Là, au début, on a comme étape, donc, interaction entre SARS-CoV-2 et le système immunitaire de l'hôte. Entrée de SARS-CoV-2 via l'ACE2-TMPRSS2, réplication virale, libération de l'ARN de SARS-CoV-2 et des molécules du lit cellulaire inflammatoire, ATP, oligomères, etc. Puis on a le pyroptose de la cellule hôte via l'activation de l'inflammasome. On va voir l'inflammasome. Ici, l'inflammasome, c'est un complexe formé par plusieurs molécules ici. Une fois donc s'active cet inflammasome, il permet en fait la maturation et donc de pro-interleukine 1 bêta et pro-interleukine 18 grâce au clivage du caspase 1. C'est la maturation en fait de ces cytokines pour avoir l'interleukine 1 bêta et l'interleukine 18. D'où la liste de la cellule cible et on parle le pyroptose. Donc la mort de la cellule cible induite par l'inflammation, c'est le pyroptose. C'est ça comme définition. Par la suite, la reconnaissance de cytokines par les cellules épithéliales voisines, endothéliales et les macrophages alvéolaires, le déclenchement de la sécrétion d'autres cytokines et chimiokines pro-inflammatoires par ces cellules, comme l'interleukine 6, IP10, protéines inflammatoires macrophages 1 alpha et 1 bêta et MCP1, etc., qui permettent l'attraction des monocytes, les macrophages et les ALT vers le site de l'infection. Et ces cellules aussi peuvent produire de plus les cytokines et ainsi de suite. On a un boucle pro-inflammatoire accru qui permet d'être associé à un risque de thrombose. Si la réponse immunitaire innée est efficace, on a infection peu ou modérément symptomatique. Production et activité efficace des interférons type 1, qui sont doués d'activité antivirale, en inhibant la réplication virale, en protégeant les cellules non infectées contre la lyse médiée par un cas. En fait, l'interféron de type 1 augmente l'expression des molécules CMH1 à la surface des cellules non infectées. Augmenter la présentation antigénique aux lymphocytes C grâce à l'augmentation de l'expression des molécules CMH1 à la surface des cellules infectées. Une inflammation adéquate, appropriée. Cette réponse est efficace, donc on a éradication du virus, maladie faible à modérée associée à la guérison. Si la réponse immunitaire innée est inefficace, on a l'évasion virale, on a une infection sévère à très sévère, production et activité insuffisante des interférons type 1, rôle du virus ou de facteurs génétiques, inflammation exagérée, excès de molécules pro-inflammatoires, dommages tissulaires, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais bien évidemment, les cytokines permettent l'augmentation de l'expression de la CE2 sur les cellules épithéliales, d'où la persistance virale, ce qui nécessite le développement de la réponse immunitaire adaptative. Voilà, donc la réponse immunitaire innée au cours du COVID-19 sévère, on a une neutrophilie, l'augmentation des polynucléaires neutrophiles, diminution du ratio lymphocyté polynucléaire neutrophile et protection des nets par les polynucléaires neutrophiles. On a des lésions pulmonaires graves, le syndrome de respiratoire aigu et le thrombose suite à cette neutrophilie. On a la lymphopénie, c'est-à-dire diminution des INCA du phénotype cytotoxique. Les INCA CD56 plus CD16 height, d'où la diminution de l'activité cytotoxique. Au contraire, on a l'augmentation des INCA de phénotype inflammatoire, qui sont les INCA CD56 height, CD16 light, c'est-à-dire diminue, CD16 diminue. Augmentation de la production des cytokines par ces cellules. On a aussi l'augmentation de l'expression du récepteur inhibiteur NKG2A par les INCA, d'où l'inhibition de l'activité des INCA par le SARS-CoV-2. Aussi bien, on a la diminution des monocytes classiques
qui sont de phénotype CD14 plus CD16 moins, c'est suite à la différenciation en macrophage. Donc, vous savez que les monocytes se différencient en macrophage. Obligatoirement, si on a une diminution de monocytes classiques circulant au niveau du sang, c'est que logiquement, on a une hyperdifférenciation en macrophage. D'où la forte activation des macrophages. Et les macrophages, ce sont des cellules phagocytaires, mais aussi que produisent les cytokines. Et bien évidemment, les macrophages aussi elles-mêmes peuvent se différencier en deux types, soit M1, soit M2. Ici, en cas de COVID-19 sévère, réponse immunitaire inefficace, on a la différenciation des macrophages vers un phénotype pro-inflammatoire M1 responsable d'une hyper-sécrétion des cytokines, d'où la tempête cytokinique associée à un thrombose microvasculaire. Aussi bien, le taux de cellules dendritiques ici est variable en fonction de la gravité de la maladie. Par exemple, on a une réduction de l'expression de CD86, une variation aussi des sous-populations des cellules dendritiques, par exemple la diminution des cellules dendritiques plasmocytoïdes avec la sévérité de la maladie, sachant que ces cellules dendritiques plasmocytoïdes sont des principaux sécréteurs et producteurs de l'interféron de type 1. Donc, si on a une diminution de ces cellules, donc obligatoirement, on a diminution de la production de l'interféron type 1. L'effet des nets dans la maladie COVID-19, on a une libération excessive de ces substances par les polynucléaires neutrophiles qui peut entraîner diverses pathologies graves. Ici, par exemple, au niveau pulmonaire, les nets entraînent l'accumulation de mucus dans les voies respiratoires et stimulent également le syndrome de détresse respiratoire aiguë après divers inducteurs, y compris la grippe. Dans le système vasculaire, les nets entraînent l'athérosclérose et les anévrismes aortiques et la thrombose, en particulier la microthrombose. Voilà pour les Incas, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la diminution de phénotype cytotoxique des Incas, l'augmentation de phénotype inflammatoire des Incas, d'où la tempête cytokinique. L'application des monocytes macrophages dans la tempête cytokinique, voilà en fait monocytes et macrophages qui se différencient en macrophages, les macrophages en phénotype pro-inflammatoire M1, voilà pas mal de cytokines qui peuvent être produites par ces cellules, une inflammation locale, voilà, donc destruction de plusieurs cellules associées même à la mort de l'individu. Aussi bien les macrophages peuvent être infectés directement par le SARS-CoV-2 suite à l'expression de la CO2 par ces cellules, ou bien par l'opsоnisation ici. On va voir par la suite le rôle de l'anticorps dans la pénétration de virus dans les cellules cibles. Donc, au cours du Covid sévère, bien évidemment, on a diminution de l'interféron type 1, la persistance virale, diminution des défensines alpha-bêta, en particulier le HD5, qui est un peptide de type lectine, la défensine alpha la plus abondante dans l'intestin, sécrétée par les cellules de Paneth, qui bloquent la CO2 sur les cellules épithéliales. Donc, le HD5 bloque la CO2, d'accord? Et donc, il affaiblit l'adhésion virale et d'où associé à un effet protecteur. Mais en cas de déficit et diminution de ce peptide, on a l'entrée du virus. On a l'augmentation de l'interleukine 6 qui constitue le principal indicateur ou biomarqueur de l'hyperinflammation. On a une corrélation du taux élevé de l'interleukine 6 avec la sévérité du COVID-19, des lésions d'organes. Il est produit par les cellules infectées, par les monocytes et macrophages sous l'effet de l'interleukine 1 bêta et le TNF-alpha. Multifonction, prolifération, différenciation des LB et protection d'anticorps, induction des lymphocytes cytotoxiques, etc. Et donc, il s'agit d'un marqueur de progression de la pneumonie COVID-19 vers une hyperinflammation et un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Quatrième point, c'est l'augmentation d'IP10 et MCP1 qui sont des cytokines chimio-attractives des polynucléaires neutrophiles induites par l'interféron bêta des macrophages alvéolaires. Ce sont des biomarqueurs prédominants au cours du COVID-19 sévère et est corrélé avec les thromboses.
Hyperactivation du système du complément, la protéine N, c'est-à-dire la nucléocapside du SARS-CoV-2, entraîne une protection aberrante de ces trois par la voie alterne et la voie des lectines, et la surproduction des anaphylatoxines C3A, C4A et C5A. Ces anaphylatoxines provoquent l'œdème pulmonaire et le fibrose, d'où l'augmentation de la perméabilité vasculaire et le recrutement des monocytes et des polynucléaires neutrophiles qui sont responsables de la production des cytokines pro-inflammatoires, d'où l'hyperinflammation et l'orage cytokinique. Voilà, en fait, c'est une comparaison entre une réponse immunitaire innée adéquate en cas de COVID-19 modéré et en cas de COVID-19 sévère. Et voilà comment les taux sériques d'interféron 1 faibles et la diminution de l'expression des ISG, qui sont des gènes impliqués dans la production de l'interféron de type 1, corrèlent avec la sévérité du COVID-19. C'est pour cette raison que l'interféron de type 1 peut être une cible thérapeutique. C'est-à-dire, on peut donc donner l'interféron de type 1 comme un traitement pour les patients atteints du COVID-19. Mais ce n'est pas efficace donc à 100%, d'accord? Voilà. On va voir ici l'effet des peptides antimicrobiens, voilà, au cours de SARS-CoV-2, les défensines, comme j'ai mentionné ici, le HD5. Ici, l'interaction HD5-ACE2 inhibe l'entrée virale. On a aussi autres défensines, catélycidine LL37 et HBD2 à la protéine S du SARS-CoV-2 et l'inhibition de la liaison du S à la CE2. Aussi bien, donc, il s'agit d'un peptide antimicrobien LL37 qui s'associe avec la protéine S, bloquant son interaction avec la CE2. C'est pour cette donc d'où l'inhibition de l'entrée virale. En cas de déficit, on a l'entrée du virus et l'infection de la cellule cible. L'effet de l'interleukine 6, l'IP10 et MCP1 dans la maladie COVID-19 et bien sûr, ça peuvent être des cibles thérapeutiques aussi. On peut bloquer l'interleukine 6 et l'IP10 MCP1 par des anticorps monoclonaux spécifiques. Le système du complément, voilà la surproduction de C3A, C5A, œdème pulmonaire fibrose, augmentation de la perméabilité vasculaire, recrutement des monocytes neutrophiles, libération des cytokines inflammatoires, d'où la tempête de cytokines. Et aussi le système de complément constitue aussi un cible thérapeutique en utilisant pas mal de médicaments qui peuvent bloquer les différentes étapes d'activation du complément. Passons maintenant vers l'immunité adaptative anti-SARS-CoV-2, retardée spécifique et à mémoire. Voilà, l'immunité adaptative anti-SARS-CoV-2 s'active en cas d'inefficacité de la réponse immunitaire initiale, amplification de la réponse inflammatoire par l'hyperactivation des systèmes immunitaires spécifiques, les LT, les LB, la présentation de l'antigène aux lymphocytes T naïfs CD4+, différenciation et l'activation aussi des LT CD8+, différenciation en lymphocytes T cytotoxiques, ainsi de suite. On va voir, comme l'immunité adaptative, on parle de... Alors, je reviens. Donc, on a dit que l'immunité adaptative, ici, on a deux volets. On a la réponse immunitaire à médiation cellulaire et la réponse immunitaire à médiation immorale. On commence par la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Au cours de COVID modéré, on a activation des lymphocytes CD8+ par les CPA qui présentent les peptides viraux dans la cavité des molécules CMH de classe 1. Activation des LTCD4+, et leur différenciation en TH1 qui produisent l'interleukine 2 et l'interféron gamma nécessaires pour la différenciation des LTCD8+ en lymphocytes cytotoxiques. Donc on a des lymphocytes helper et des lymphocytes cytotoxiques. Les lymphocytes cytotoxiques éliminent les cellules infectées par le virus via la production des perforines et granzymes, d'où l'apoptose de la cellule cible, la voie phase-phase ligand et la voie trail ligand, associée aussi à l'apoptose de la cellule cible. Mais bien évidemment, ces cellules
produisent les cytokines qui sont impliquées dans l'activation des cellules de l'immunité cellulaire, les macrophages, les NK, les polynucléaires neutrophiles, les NKT, les LT gamma delta, ainsi de suite. En cas de Covid sévère, on a une lymphopénie, diminution des LTCD4+, et LTCD8+, exhaustion lymphocytaire ou apoptose lymphocytaire due à l'expression de gènes pro-apoptotiques, c'est-à-dire apoptose prématurée des lymphocytes. Augmentation de l'expression de CD69, CD38 et CD44 sur les cellules T, CD4+, et CD8+ activées, d'où l'augmentation de la sécrétion d'interféron gamma, de TNF-alpha et d'interleukine 2, d'où l'orage cytokinique. La diminution aussi des LT-CD4+, et LT-CD8+, mémoire. Donc, on peut remarquer ici que la lymphopénie concerne tous les états fonctionnels des lymphocytes, naïfs, activés, mémoire, d'accord? Voilà. Donc, ici, la diminution de ces cellules mémoire constitue un biomarqueur prédictif, c'est-à-dire précoce de la sévérité de la maladie. On a bien évidemment la diminution des LT augmente le risque des infections, ce qui augmente le taux des polynucléaires neutrophiles qu'on a vu précédemment. On a dit on a une neutrophilie en cas de Covid-19 sévère, c'est suite à la diminution des LT. Donc si on a une diminution des LT, on a augmentation de risque d'infection microbienne principalement, d'où l'augmentation des polynucléaires neutrophiles, d'où la neutrophilie. L'implication de la voie THD7, une voie inflammatoire pathogénique au cours du Covid-19, capable de produire des cytokines pro-inflammatoires. Passons maintenant vers la réponse immunitaire à médiation immorale. Ici, l'activation de cellules B, et leur coopération avec les lymphocytes CD4+, qui se différencient en TH2 pour produire les cytokines indispensables dans l'activation, la prolifération et la différenciation des LB en plasmocytes et en cellules mémoire. En cas de Covid modéré, les protéines du capsid et spike de SARS-CoV-2, c'est celles qui peuvent induire une réponse anticorps. C'est celles qui peuvent activer, c'est-à-dire le lymphocyte B. Les LB reconnaissent les antigènes viraux et produisent des anticorps neutralisants de différents isotypes, principalement des isotypes IgM et IgA. Les anticorps anti-SARS-CoV-2 sont capables de neutraliser le virus, inhiber l'entrée du virus dans les cellules cibles, opsoniser le virus pour faciliter son phagocytose par les cellules phagocytaires, l'activation de la voie classique du complément et la cytotoxicité dépendante d'anticorps, c'est la DCC. Voilà la cinétique de la réponse immorale anti-SARS-CoV-2. On a une apparition précoce des anticorps d'isotype IgM et IgA par rapport aux IgG, la séroconversion des IgM et des IgG au cours de la 3e et la 4e semaine de l'apparition des symptômes. Les IgG peuvent rester indétectables dans le sang des patients asymptomatiques ou polysymptomatiques. Notez bien, la sous-unité S1 de la protéine S, qui est le RBD, est la principale cible de la réponse neutralisante. Et c'est logique déjà, parce que cette sous-unité, c'est celle qui interagit avec le domaine RBM de la CE2, d'où la fixation et puis l'entrée du virus. Le taux d'anticorps neutralisants n'était pas associé avec la sévérité de la maladie. C'est-à-dire, si vous trouvez un taux d'anticorps très élevé, ça ne signifie pas que la maladie est sévère. Voilà. Au cours du Covid sévère, on a une lymphopénie, diminution des LB. Ici, pour le Covid sévère, pour le Covid modéré, tout est bon. La réponse est morale, est parfaite et normale. Ici, au cours du Covid sévère, non. On a une lymphopénie, diminution des LB. On a une expansion oligoclonale, c'est-à-dire une prolifération excessive des plasmablastes et sécrétion des anticorps d'isotype IgM et IgG anti-RBD non neutralisants. On a la production d'anticorps aggravant la maladie COVID-19 par un mécanisme d'ADE, c'est-à-dire aggravation dépendante d'anticorps. Ce mécanisme, caractérisé par la fixation des anticorps sur le virus
Et cette fixation n'induit pas l'obstétricalisation de celui-ci comme en cas normal, mais au contraire, ça facilite l'évasion du virus dans la cellule cible. D'accord? Ici, voilà. La fixation facilite la fixation de l'anticorps sur la cellule cible, sur le virus, par- sur voilà, la fixation de l'anticorps non neutralisant sur le virus. Les cellules cibles qui expriment un récepteur pour le fragment Fc de cet anticorps captent donc ce complexe humain formé, d'où donc la pénétration de virus dans la cellule cible et la destruction de cette dernière. Aussi bien, les anticorps peuvent activer le complément, hyperactivation ici d'un cas de complément, inflammation, endommagement tissulaire, la dégranulation des mastocytes, vasodilatation et œdème, l'hyperrecrutement des polynucléaires neutrophiles et des ANCA et leur dégranulation, d'où la libération des cytokines, la stimulation de la production des cytokines pro-inflammatoires, d'où la tempête cytokinique. Et si bien, juste pour donc rappeler, pour un rappel concernant la maturation périphérique des LB et son importance dans la protection d'anticorps, donc dans la zone extrafolliculaire d'un organe lymphoïde périphérique, les LB sont de courte durée de vie, on n'a pas de mémoire immunologique, mais cette mémoire immunologique est acquise suite à la maturation, c'est-à-dire suite au passage de lymphocyte B vers le follicule lymphoïde primaire. Il va se proliférer pour former un centre germinatif. Il va avoir une maturation de l'affinité de son BCR, la sélection des LB de forte affinité, puis donc la différenciation en LB donc producteurs d'anticorps qui sont les plasmocytes et en LB mémoire. En cas du Covid sévère, on n'a pas cette maturation. On n'a pas le passage du lymphocyte B vers le follicule lymphoïde primaire. Donc le SARS-CoV-2 bloque le passage des LB vers le follicule lymphoïde primaire. Pas de formation de centre germinatif. Pas de maturation périphérique des LB. Logique. On a aussi le blocage de la différenciation des LB à un stade précoce de maturation. Ce sont les plasmablastes qui produisent des anticorps non neutralisants. Le rôle des anticorps non neutralisants anti-SARS-CoV-2, activation de compléments et la dégranulation des neutrophiles, des ANCA, vasodilatation et œdème suite à la dégranulation des mastocytes, ainsi de suite. À propos de la récapitulation, donc COVID-19 modéré, une réponse immunitaire innée efficace, caractérisée par l'activité normale des NK, activité normale des macrophages, taux normal de granulocytes, taux normal de cytokines pro-inflammatoires, d'où l'inflammation est contrôlée, production normale d'interférons type 1, activité antivirale efficace, activation normale du complément. Réponse immunitaire adaptative efficace aussi, activation normale des LP, anticorps neutralisants, activation normale des LTCD4+, qui se différencient en lymphocytes helper productrices de cytokines, activation normale des LTCD8+, qui se différencient en lymphocytes cytotoxiques. Guérison. En cas de Covid-19 sévère, la réponse immunitaire innée est inefficace, caractérisée par une neutrophilie, basophilie, eosinophilie, lymphopénie, monocyte classique diminué, macrophage M1 augmenté, macrophage M2 diminué. Les macrophages M1 sont des macrophages de phénotype pro-inflammatoire, donc qui sont augmentés au cours de Covid sévère. Les macrophages M2, ce sont des phénotypes anti-inflammatoires, donc qui sont diminués au cours de Covid sévère. Les cellules dendritiques plasmocytoïdes sont diminuées. Hypersécrétion des cytokines pro-inflammatoires, d'où l'orage cytokinique. Une faible production d'interférons type 1 et de défensine. Hyperactivation du complément, aboutissant à la formation des anaphylatoxines, d'où l'hyperinflammation. La réponse immunitaire aussi adaptative est inefficace, caractérisée par une lymphopénie et la formation ou bien l'expansion oligoclonale, aboutissant euh, à la formation des plasmablastes, d'où la production des anticorps non neutralisants
qui aggrave donc de plus en plus la COVID-19 par un mécanisme appelé ADE, aggravation dépendante d'anticorps. Tout ça aboutit à la ce qu'on appelle à l'évolution de la maladie vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë et puis le décès du patient. Donc, un système immunitaire fonctionnel signifie une réponse immunitaire efficace, signifie éradication du SARS-CoV-2. Mais le virus peut s'échapper au système immunitaire. En cas d'un bon système immunitaire, on a un COVID-19 modéré de guérison. En cas d'évasion virale et échappement au système immunitaire, on a le COVID sévère. L'évasion virale et l'échappement au système immunitaire. Tout d'abord, on a le blocage de la signalisation des interférents type 1. L'évasion du système immunitaire conduit à une plus grande charge virale en retardant la réponse interférent type 1, ayant un impact sur l'activation de l'immunité adaptative. Autre mécanisme d'échappement, la mutation virale, l'apoptose des cellules de l'immunité, la déviation de la réponse TH2. L'immunomodulation, on a l'hydroxychloroquine, la colchicine, la corticothérapie, les perfusions d'immunoglobulines humaines, les biothérapies, les inhibiteurs de JAK-STAT et du TLR4. On a aussi le vitamine D, un immunomodulateur qui permet donc d'augmenter de plus en plus la réponse immunitaire innée, mais de façon normale, bien sûr, d'accord? Et voilà, en augmentant les défensives, l'expulsion des TLR, la protection des enzymes et des lysozymes, en limitant donc l'hyperactivation et la prolifération des cellules T, favorisant la différenciation ou bien on parle de changement de la différenciation de TH1 vers TH2 et TH17 vers T-régulateurs qui sont des LTCD4+, capables de produire des cytokines anti-inflammatoires comme l'interleukine 10 et le TGF-bêta, d'où la baisse de l'inflammation, diminution de la voie NF-kappa B qui est un voie pro-inflammatoire, par conséquent diminution de la production des cytokines pro-inflammatoires. Concernant les vaccins, on a un vaccin AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Gamaleya, Sinovac, Sinopharm, Novavax, ainsi de suite. Vaccins à base d'ARN comme Pfizer, vaccins à base de vecteur viral comme AstraZeneca, Sinovac virus inactivé, Sinopharm aussi virus inactivé, Novavax à base de protéines, ainsi de suite. Et double dose pour chaque type. L'efficacité des vaccins contre le COVID-19. Meilleure efficacité est associée au vaccin Pfizer avec un pourcentage de 95%. Comment fonctionne en fait le vaccin de Pfizer? Juste un exemple ici. Donc, ce sont des vaccins à base d'ARN messager. Juste, il faut isoler donc l'ARN messager codant pour la protéine S, la protéine Spike. Donc, il faut mettre cet ARN messager codant pour la protéine Spike dans une capsule de nanoparticules de lipide qui transmet les instructions à une cellule. Puis, je vais donc injecter cette suspension qui contient les nanoparticules de lipides contenant les brins d'ARN messager chez l'individu. Et bien évidemment, une fois la capsule à l'intérieur, la mécanique cellulaire obéit aux instructions de l'ARN messager pour produire la protéine virale. On a la production en fait de la protéine virale grâce aux cellules de l'individu qui ont déjà injecté cette suspension du vaccin. À la surface de la cellule, la protéine est repérée par le système immunitaire qui produit alors des anticorps. Voilà donc pour le nombre de pays utilisant les vaccins contre le COVID-19. Donc on a 180 pays qui ont utilisé le vaccin AstraZeneca. Pfizer aussi, quand même, un nombre important de pays qui ont utilisé le vaccin Pfizer. 111 pays. Donc, bien sûr, on a des effets efficaces de vaccin, mais aussi des effets secondaires.
Pour Pfizer et Moderna et AstraZeneca et Johnson, on a des effets fréquents qui sont communs entre ces vaccins. Douleurs locales, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, nausées, vomissements. Des effets rares associés à Pfizer et Moderna, on a paralysie faciale, myocardite, démangeaisons au site d'injection. AstraZeneca et Johnson, thrombose, urticaire, démangeaisons au site d'injection et hypersensibilité. Je finis la vidéo, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci pour votre attention.